Le ministre Bruno Koné reçoit les vœux des agents de son ministère, une occasion pour faire le point de l'année précédente et prendre de nouvelles résolutions. Et puis, les responsables du Forum Africa Development FAD ont présenté les objectifs et les ambitions du forum sur le continent africain. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. Chaque début d'année rime avec retrouvailles et présentation de vœux. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les agents et l'ensemble du personnel ont présenté leurs vœux à leur ministre de tutelle, le ministre Bruno Nabanye-Koné. Une occasion pour revisiter les actions de l'année écoulée, prendre de nouvelles décisions et surtout définir les priorités pour un secteur de l'habitat plus accessible à tous. Emmanuel Bonzo et Doumbia Ayouba. Tour à tour, les représentants des agents et du personnel passent en revue leur implication dans les actions menées lors de l'exercice 2019. Dans l'ensemble, ce fut une année riche en activités pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pour 2020, les agents entendent redoubler d'ardeur face aux enjeux dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Un engagement et une détermination pour l'atteinte des objectifs qui nécessitent toutefois un appui en termes de moyens. Les agents ont pour cela formulé une demande auprès du ministre Bruno Koné. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de saisir l'occasion de cette adresse pour évoquer le cas de la mise en place d'une mutuelle pour faciliter l'assistance sociale vis-à-vis des agents du ministère de la Construction. Le relèvement considérable des montants de la prime trimestrielle soulagerait vos collaborateurs. Les sociétés d'État sous tutelle, en l'occurrence celles qui relèvent du ministère de la Construction, souhaitent bénéficier davantage ou de subventions conséquentes pour faire face aux difficultés dans leur secteur d'activité de plus en plus concurrentiel. 2019 a été marqué par plusieurs réformes dans les milieux de la construction, du logement et de l'urbanisme. La dernière en date est celle relative à la loi sur le bail à usage d'habitation. Sur ce point, le ministre Bruno Nabanye-Koné a demandé aux agents de son ministère de contribuer à rendre célèbre l'application de cette loi. Nous avons fait voter une loi qui pour moi est très importante, c'est la loi sur le bail à usage d'habitation, qui réglemente le cadre de collaboration entre le bailleur et le locataire avec l'objectif d'équilibrer, j'insiste bien sur le terme équilibrer, le rapport entre ces deux entités. Ce texte de loi limite à 2 mois les loyers d'avance et la caution de garantie payée par le locataire entre les mains du bailleur avant le début du contrat de bail. C'est un texte important, donc nous souhaitons l'application effective dès ce début d'année 2020. Nos concitoyens nous attendent sur ce texte. D'autres réformes comme le Code de la construction et de l'habitat, la simplification des procédures de délivrance de l'ACD, le décret relatif à l'identifiant unique font partie du chapelet de mesures en vigueur pour assainir un secteur du logement, de la construction et de l'urbanisme en proie à plusieurs difficultés. Pour l'année 2020, les perspectives s'annoncent radieuses selon Bruno Koné. De nombreux chantiers sont en voie d'achèvement, tandis que d'autres vont être mis en route. Nous pouvons citer l'acquisition, la réhabilitation du siège du Sénat à Yamoussoukro. Nous pouvons citer la poursuite des chantiers de construction de l'esplanade du palais de la présidence de la République, du palais des hôtes, etc., etc. Les discussions et les études sont à présent achevées concernant la construction de la tour F. La tour F, ce sera 64 étages. Et le financement est désormais, je peux le dire, totalement bouclé, permettant le démarrage prochainement de ce chantier qu'on peut qualifier de titanesque. Les responsables du Forum Africa Development FAD ont animé une conférence de presse ce mardi 21 janvier à leur siège à Abidjan. Il s'agissait pour les responsables de présenter aux journalistes le FAD, ses objectifs et ses ambitions sur le continent africain. Pierre Tebeu et Marie Seri ont assisté à cette conférence. Suivez. C'est avec des ambitions de présenter l'autre visage de l'Afrique que le Forum Africa Development FAD a été créé il y a une dizaine d'années. Au départ, un bimensuel, il a évolué
pour devenir un espace d'échange et de discussion pour les partenaires au développement en Afrique. Il faut donc présenter au monde entier, à tout le monde, ce que l'Afrique a de meilleur. Il faut un forum qui doit servir de cadre privilégié des échanges, des rencontres. Donc, un genre d'espace où les débats peuvent se passer à visage humain. Puisque dans un cadre de forum, on se voit, tu me vois, je te vois, on peut discuter. Et en ce moment-là, on peut valablement mobiliser les investisseurs, on peut valablement mobiliser tout ce qui est de potentiel. Son promoteur William Bogui, un jeune Ivoirien, a eu l'ingénieuse idée de créer le FAD pour accompagner les hommes d'affaires africains à investir partout en Afrique dans un esprit de partenariat sud-sud. C'est une plateforme que nous avons créée pour des échanges, une coopération sud-sud. C'est-à-dire aujourd'hui notre mission, c'est d'amener des Africains à aller investir dans les autres pays. C'est de faire comprendre qu'on peut investir aussi ailleurs. Nous voulons sensibiliser les Africains qui sont aujourd'hui devenus des experts en économie et en développement, qu'on peut toujours investir en Afrique. Donc cette plateforme, elle est créée pour consolider tous les efforts des Africains et rassurer les Africains que nous prenons toutes les mesures qu'il faut au plus haut niveau pour garantir leurs investissements auprès des États. L'émergence de l'Afrique étant devenue une question cruciale de développement, le FAD se positionne pour accompagner les investisseurs africains en quête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, à Abidjan, si un Libanais ou un Ivoirien quelconque dit « bon, je vais faire du transport à Bangui », il passera par FAD. Parce que nous, chez FAD, nous donnerons un bulletin. Bulletin FAD de participation, mais qui va se trouver en certificat. Avec ça, vu l'accréditation que nous avons, s'il présente ce bulletin à Bangui, il bénéficiera de tout ce que nous avons comme facilité pour investir. Le rêve africain par les Africains est possible et c'est ce que semble démontrer le promoteur du FAD. La structure a désormais en charge l'organisation du premier forum des investisseurs de Bangui qui se tient à Abidjan le 25 janvier prochain. Le FAD, selon William Bogui, accompagnera la République centrafricaine à la promotion et au développement de son économie pour les prochaines années. Ouvrons le chapitre santé à présent. 13 enfants atteints de la sténose caustique, dont 10 Ivoiriens et 3 provenant de la sous-région, bénéficieront d'interventions chirurgicales à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Il s'ensuivra une campagne de sensibilisation et de prévention auprès des populations. Le reportage est de Walter Kofi et Richard Akeki. Au cours d'une conférence de presse ce mardi à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, la directrice médicale et scientifique, professeure Da Silva Anouma, a annoncé la deuxième mission de la sténose caustique en Côte d'Ivoire. Ce sont 13 enfants, pour la plupart ivoiriens, et d'autres venus spécialement du Bénin, Mali et Sénégal, qui bénéficieront de soins à compter du dimanche 26 janvier à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Cette mission fera aussi objet de transfert de compétences des chirurgiens français venus pour l'occasion vers les équipes médicales ivoiriennes. Le premier, bien entendu, est de prendre en charge, de traiter, de soigner et si possible guérir ces enfants qui souffrent de cette affection. Et il y a une technique chirurgicale particulière qui est utilisée qui consiste à enlever l'œsophage malade et à le remplacer par un autre morceau d'intestin qui va faire office d'œsophage. L'ingestion de produits caustiques est malheureusement fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. Ces produits, le plus souvent composés d'acide, sont utilisés quotidiennement pour déboucher les toilettes ou pour la fabrication de savon. Et les premiers enfants atteints de cette affection ont 1 an. C'est exactement l'âge auquel les enfants commencent à marcher et échappent à la surveillance. Et donc, par inadvertance, ils vont avoir un flacon d'un liquide qu'ils vont porter à la bouche, qu'ils vont boire. Et en fonction de la quantité qu'il va boire et de la concentration du produit, le produit qui est caustique, qui est corrosif, va le brûler.
L'ONG internationale Chaîne de l'Espoir, partenaire de cette initiative, entend mettre en place un vaste programme de sensibilisation et de prévention auprès des populations, des fabricants et du personnel de santé sur les dangers des produits corrosifs domestiques. Pour les initiateurs, la prévention reste la meilleure façon de faire disparaître le mal. Nous avons un objectif dans ce projet, un objectif général qui va contribuer donc à réduire l'incidence découlant de ces accidents domestiques liés à l'utilisation de substances corrosives au Mali et en Côte d'Ivoire. Lors de la première mission, en mars dernier, c'était une quinzaine d'enfants qui avaient été pris en charge par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Cette deuxième intervention traduit le besoin de venir au secours des familles accablées par ce mal devenu récurrent. Le Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, a fait inspecter les locaux de sa polyclinique hôtel médical. À l'issue d'une visite effectuée ce mardi 21 janvier 2020 sur le site à Yopougon, la mission de la direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance DIEM du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait des recommandations. Le reportage de Tima Traoré, commenté par Daniel Kodio. Cette visite d'abord nous a permis va nous permettre de corriger les tares. Depuis la fermeture du centre hospitalier de Yopougon, certains établissements sanitaires à Abidjan se réorganisent pour accueillir des malades du dit centre. C'est le cas de la polyclinique hôtel médical du Fonds de prévoyance de la police nationale. Nous autres ne sommes pas outillés dans la mise en œuvre des infrastructures sanitaires. C'est pour ça que nous avons demandé au ministère de venir jeter un coup d'œil. Et ils sont venus, ils nous ont fait des observations très pertinentes, des corrections à apporter. C'est vrai qu'on a ascenseur, on a tous les services, mais ils ont relevé certaines erreurs que nous allons corriger pour que ça soit vraiment une polyclinique digne de ce nom. C'est donc une mission de la DIEM, la direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, conduite par son directeur de cabinet, qui a procédé au contrôle des travaux de construction du bâtiment sanitaire. De la réception à la pharmacie, en passant par le laboratoire et les chambres d'hospitalisation, tout est passé au peigne fin. La directrice de la direction des établissements et de la promotion sanitaire a saisi l'occasion pour faire des recommandations. Le ministère de la Santé est venu avec à sa tête monsieur le directeur de cabinet pour faire une visite de cette polyclinique. Il a accompagné des services techniques. Non seulement il y a la DEPS, direction des établissements, mais il y a aussi l'inspection, il y a la direction générale de la santé, il y a la direction des infrastructures d'équipement. Toutes ces directions-là sont venues pour faire en sorte que nous puissions apporter un appui à l'établissement qui est en train de se créer et émettre des avis pertinents quant à l'amélioration de l'offre qui est faite à la population au niveau de cet établissement. Nos propositions sont allées dans le sens de l'amélioration de l'établissement, de son hygiène, de la qualité des prestations qui seront fournies ici. Notons que la polyclinique hôtel médical a ouvert certains de ses services en attendant sa finalisation. Elle a à son actif près de 3000 consultations et 800 hospitalisations depuis son inauguration le 15 décembre 2018. En image pour finir, la société publique sénégalaise de transport Dakar Demdik s'ouvre au marché sous-régional. À partir du jeudi 23 janvier, Dakar Demdik va débuter la phase pilote de son ouverture vers 4 pays de la sous-région, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Les bus de Dakar Demdik vont convoyer des passagers entre Dakar et les capitales des 4 pays visés. Et puis, plus de 8,4 milliards de dollars, environ 6,5 milliards de livres sterling d'accords ont été conclus entre les participants au sommet Afrique-Royaume-Uni qui s'est déroulé à Londres. Il s'agit de plus de 27 contrats entre les pays africains et les entreprises britanniques. Ces accords couvrent divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, la vente au détail et la technologie. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci d'avoir été nombreux à le suivre. Très bonne fin de soirée sur Business 24 Africa.